Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Vous êtes en train de vous Tout va connecter. bien, tout va bien. Superbe. Donc, n'hésitez pas à garder vos micros coupés quand vous ne parlez pas pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite et à vous exprimer dès que vous le souhaitez, notamment dans la barre de chat. On prendra vos questions avec l'ensemble des facilitateurs ici présents pour animer ce webinaire. Donc, on a la joie et le bonheur d'ouvrir aujourd'hui ce quatrième campus Manageduc, qui est devenu maintenant au cours du temps un peu un rituel de la communauté Manageduc. Donc, se retrouver fin août, alors que c'est encore l'été, qu'on est encore toutes et tous plus ou moins en vacances et en même temps en train de reprendre et de préparer la rentrée. Merci à toutes celles et ceux qui ont souhaité reprendre avec nous en cette matinée. Donc, on a le plaisir d'accueillir François Dubet. On ne présente plus, mais je vais quand même le faire, professeur émérite de sociologie à l'Université de Bordeaux, qui est un des grands spécialistes des sujets de l'éducation et des sujets d'inégalité scolaire. Un de ses derniers ouvrages, si ce n'est le dernier, qui s'appelle Le ghetto scolaire, a été coécrit avec l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem. Et ça nous a vraiment intéressé de revenir en fait, sur le propos de ce livre, qui sera le cœur en fait du webinaire d'aujourd'hui. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Caroline Talek, qui est proviseure dans l'Académie de Versailles. Voilà, avec l'idée toujours dans les webinaires Manageduc de prendre de la hauteur et en même temps d'ancrer les sujets traités dans le quotidien des chefs d'établissement. Donc le sujet aujourd'hui, c'est l'école, lieu d'émancipation ou de tri social, qui est une problématique évidemment très forte qui renvoie à profondément la mission de l'école et voilà, est-ce que l'école de la République réussit sa mission ou pas? Et donc pour démarrer cette conversation et ce webinaire, on va aborder la question de la ghettoisation scolaire en France. Avec un état des lieux de la situation en appui à l'ouvrage de François Dubet. Je laisse Caroline à l'animation et François pour nous expliquer le contenu et le propos de cet ouvrage. Merci Florence. Bonjour François Dubet. Bonjour. Donc je suis enchantée de pouvoir animer auprès de vous ce webinaire. Un démarrage en route vers la rentrée et avec toujours le souci chez Manageduc de prendre de la hauteur pour bien prendre les rênes de cette année scolaire qui s'annonce. Donc Florence l'a dit, vous avez coécrit avec Najat Vallaud-Belkacem le ghetto scolaire, donc en 2024. Le ghetto scolaire, c'est en première lecture un terme fort, hein, et on est tous très attachés à faire société quand on est chef d'établissement dans nos établissements scolaires et comment faire société quand on parle de ghetto scolaire. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous entendre pour que vous puissiez nous partager votre analyse de ce qui vous conduit à qualifier le principe de ghettoisation scolaire. Bien, je vous remercie de me Tu veux pas sortir des suivre vacances. la visio avec moi, Chou? Comment? Non, je crois que c'était une participation intempestive. Ah bon. Allez-y. Et je vous remercie de me sortir des vacances, et de me ramener à l'ordre sinistre des choses. Alors, je crois, commencer d'abord par un rappel historique, parce que il est toujours, en France, il y a une sorte de tentation permanente d'enchanter le passé pour critiquer le présent, enfin de dire l'école de naguère était formidable et l'école d'aujourd'hui est une catastrophe. Donc, alors, l'école, jusqu'aux années 60, 70, l'école est beaucoup, beaucoup plus ségrégée, privée, inégalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je veux dire que dans le lycée que je fréquentais, il y avait quelques boursiers et la plupart des gens étaient des héritiers, c'est-à-dire les enfants de gens qui avaient déjà fait des études. Les autres
n'étudie pas. Il faut rappeler qu'en 1970, la moitié des enfants, des jeunes de 15 ans ont quitté l'école, sont déjà au travail. Bon, les garçons et les filles sont séparés. Donc, on est dans un système extrêmement clivé, socialement plus clivé qu'aujourd'hui. L'école élémentaire et l'école commune, mais déjà les enfants des catégories supérieures vont au petit lycée, enfin essayer d'échapper à l'école élémentaire. Ce qui fait que ça ne pose pas de problème, c'est que l'école ne promet pas euh, la réussite de tous. L'école ne dit simplement chacun aura son destin social, mais si vous êtes un excellent élève, l'école vous sortira, vous fera prendre l'ascenseur social, comme on dit. Donc, je rappelle, les garçons et les filles sont séparés, ne passent pas les mêmes, ne vont pas dans les mêmes lycées, ne passent pas vraiment les mêmes examens, etc. Donc, il faut bien comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui nous scandalise aujourd'hui à juste titre, c'est qu'on voit des phénomènes de séparatisme scolaire et de ghetto scolaire dans une école qui promet l'égalité de tous. Et ça, c'est une promesse assez nouvelle en réalité, de dire tous les enfants, quelle que soit leur origine, ont le droit, ont même le devoir de réussir à l'école. Ça, c'est complètement nouveau. Enfin, nouveau, ça veut dire que ça date en réalité d'une trentaine d'années. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la nature de la promesse de l'école aujourd'hui est une promesse d'égalité des chances qui est incroyablement exigeante, qui consiste à dire l'école, dans l'idéal, doit effacer les effets de l'origine sociale, doit être une compétition parfaitement équitable afin que le meilleur gagne d'une certaine manière et que tous aient les mêmes chances de gagner. Alors, qu'est-ce qu'on observe évidemment? Et ça, on l'observe depuis bien longtemps, c'est qu'on est très très loin du compte et on sait qu'en France, on est plutôt encore plus loin du compte que les pays comparables. C'est-à-dire que, d'une part, les écarts de performance entre les bons élèves et les moins bons est beaucoup plus grand en France qu'il ne l'est ailleurs. Bon, on est plus inégalitaire en termes scolaires. Et d'autre part, la France est un pays dans lequel l'impact de l'origine sociale pèse plus que dans d'autres pays. Et d'autres pays qui sont souvent plus inégalitaires que la France. C'est un peu le paradoxe français, c'est que nous, Français, nous croyons à l'école plus que les autres, et notre école est plutôt moins équitable et moins efficace que celle des autres qui y croient moins. Bon, on pourrait d'ailleurs se demander dans la discussion si le fait qu'on y croit tant ne nous paralyse pas d'une certaine manière. On attend tellement de l'école qu'elle finit par en être étouffée. Alors, la ségrégation scolaire ou la ghettoisation scolaire, c'est très simple, c'est que si vous prenez les établissements scolaires, et aujourd'hui on a un outil formidable qui s'appelle l'IPS, l'indice de position sociale, eh bien vous avez grosso modo une distribution gaussienne des inégalités. La plupart des établissements sont mixtes, gros- grossièrement mixtes en tout cas, et certains établissements sont beaucoup plus pauvres, beaucoup plus immigrés, beaucoup plus marginaux que d'autres, et d'autres sont beaucoup plus riches, beaucoup plus performants que d'autres. Donc, aux extrémités de la courbe, ça se creuse, et ça se creuse de plus en plus. Voilà. C'est-à-dire que euh, très paradoxalement, on met des moyens, on fait des REP, on fait des dispositifs, mais quand même, les inégalités aux extrêmes se renforcent. Se renforcent. Certains établissements sont de plus en plus pauvres et de plus en plus défavorisés, d'autres sont de plus en plus favorisés, de plus en plus riches, notamment les établissements privés qui ont gagné en 5 ans 5 points d'IPS, ce qui n'est pas anecdotique. C'est beaucoup. Bon. Alors, comment expliquer ce phénomène? Ben, c'est assez simple. La première explication, c'est évidemment l'évolution urbaine. Les centres-villes s'enrichissent, les banlieues s'appauvrissent, les zones périurbaines sont mixtes et grosso modo, les établissements ben, ressemblent aux villes et aux quartiers dans lesquels ils vivent. Ils sont implantés, pardonnez-moi,
Et ben, si vous êtes dans un quartier riche, c'est mieux. Si vous êtes dans un quartier pauvre, c'est moins bien. Ça, c'est, au fond, euh, c'est la géographie sociale qui détermine les inégalités. Sauf que ça ne suffit pas comme explication parce que on constate que les établissements riches sont plus riches que le quartier riche et que les établissements pauvres sont plus pauvres que le quartier pauvre. Parce que aujourd'hui, on a un phénomène qui est extrêmement important, c'est que les parents, tous les parents, savent que le destin social de leurs enfants se joue à l'école et que ceux qui le peuvent choisissent dès le départ les meilleures écoles, les meilleurs quartiers, les meilleures formations, etc. Donc, le choix des parents accentue les inégalités scolaires. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il faut rappeler que les enseignants sont aussi des parents. C'est-à-dire qu'ils je dis ça non pas par désir d'être désagréable, mais pour éviter tout moralisme. On ne peut pas condamner les gens, les parents. Les parents disent le destin social de mon enfant se joue à l'école, mon idéologie et ma morale sont quand même beaucoup moins importants que ce que je pense être l'intérêt de mes enfants. Donc, on va avoir des établissements dans les quartiers défavorisés où des familles fuient le collège du quartier. Dès qu'elles le peuvent, elles le fuient. Et si elles avaient les moyens de le fuir, elles le fuiraient plus encore. Et de l'autre côté, vous avez des établissements qui recueillent les élèves, on va dire, riches et bons, parce qu'il faut être à la fois riche et bon, et bons élèves. Avec l'idée, qui n'est pas d'ailleurs une idée totalement absurde, que le contexte social de l'établissement joue un rôle déterminant dans la réussite des élèves. Si le collège ou le lycée est défavorisé, le climat de travail est moins pertinent, les élèves ont une vie plus détachée, disons, des contraintes scolaires. Il y a une culture antiscolaire qui peut se créer dans l'établissement. Les élèves peuvent refuser l'éducation. Bien souvent, les équipes sont moins stables, les enseignants sont moins expérimentés. Enfin bon, vous avez tout un tas de petites inégalités qui font des grandes inégalités à la fin. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les inégalités scolaires, c'est l'agrégation de petits mécanismes, de petites inégalités, mais qui s'ajoutent. Hein. Vous avez des gamins qui rentrent à l'école élémentaire, certains ont 400 ou 500 mots de vocabulaire de plus que les autres. Bon, à l'école élémentaire, ça va se voir. Et puis ça se verra encore plus à l'entrée au collège. Ce qui fait qu'au collège, aujourd'hui, vous avez des élèves faibles, des bons élèves, excusez-moi, de sixième, qui sont meilleurs que des mauvais élèves de troisième, à cause de ces mécanismes d'accumulation d'inégalités. Et ça joue en bas et ça joue en haut. Bon. Et ça, c'est lié à quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé dans le mouvement de massification scolaire, c'est ce qu'on peut appeler l'emprise scolaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où l'école a le quasi-monopole du tri des individus. Bon. C'est-à-dire que, grosso modo, l'héritage du pavillon de banlieue de vos parents, dire les choses simplement, aura moins d'importance que le diplôme que vos parents vous auront permis d'acquérir pour trouver une position dans la société. Et donc, plus on scolarise, plus on massifie, plus les diplômes sont importants et plus les parents, et je dis ça sans moralisme, je précise bien, choisissent les inégalités, préfèrent les inégalités. Et d'ailleurs, on a constaté que quand on voulait créer un peu de mixité dans des établissements scolaires, en faisant venir des enfants plus pauvres, les parents n'étaient généralement pas enthousiastes. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien souvent, les enseignants non plus. Parce que, d'une certaine façon, euh, le, le- le jeu de la compétition scolaire qui pendant longtemps n'était joué que par
quelques pourcents des élèves, je veux dire 5% de bacheliers en 1950, 15% de bacheliers en 1965. Aujourd'hui, ce jeu est joué par tout le monde. Et donc, la compétition s'est beaucoup durcie. Donc, la ségrégation scolaire, c'est à la fois la ville et à la fois les choix des familles. Et on le voit, par exemple, dans un espace comme Paris. Alors là, c'est le contraste maximum entre les établissements, les stratégies familiales. Et on sait d'ailleurs que la qualité supposée de l'établissement a un impact sur le prix du foncier. C'est-à-dire que si l'établissement est de bonne qualité, les maisons coûtent plus cher dans le secteur scolaire que si l'établissement est supposé de moins bonne qualité. Alors, le deuxième point, c'est évidemment, je vais dire des banalités, c'est quels sont les effets de cette ségrégation scolaire, de ces ghettoïs scolaires. Alors, l'effet le plus connu et le plus facile à mesurer, c'est évidemment l'effet scolaire. Alors, pour dire les choses simplement, si vous regroupez des élèves faibles et qui ont des difficultés, eh bien, il y a un effet multiplicateur de la faiblesse et des difficultés. Ce que tout enseignant sait, que tout parent sait, je dirais, ce que tout entraîneur sportif sait. Enfin, Ce qui est intéressant, François Dubé, permettez-moi oui, de faire une petite parenthèse, c'est que ce que vous dites là m'interpelle dans le cadre notamment de la réforme en cours sur, enfin, qui va voilà, avoir lieu là pour les sixièmes et les cinquièmes sur les oui. groupes de niveau. Est-ce qu'on C'est peut une, faire une petite parenthèse peut-être sur ben, votre... Est-ce que vous avez suivi cette nouvelle réforme j'ai annoncée suivi, ouais. j'ai suivi cette nouvelle réforme. Je trouve qu'elle est scandaleuse, puisque évidemment, vous dites, je mets les bons à part parce que ça va les aider, les mauvais à part parce qu'on va les aider parce qu'ils sont mauvais, ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, ils vont avoir un effet multiplicateur de leurs difficultés. Euh, Ça joue sur un réflexe qui est que les parents disent, grâce à cette réforme, je risque d'être protégé de l'impact des élèves les plus faibles. Bon. Donc moi, je trouve que c'est une réforme qui est pédagogiquement pas tenable et qui est socialement dangereuse. Alors, la seule bonne nouvelle, permettez-moi de dire, c'est que quand même, j'ai trouvé que la majorité des syndicats et des enseignants s'y sont opposés. Or, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, ils y étaient très favorables aux classes de niveau. On a changé le monde enseignant a changé de sensibilité là-dessus. Beaucoup d'enseignants disent, je ne me vois pas dire aux gamins en sixième, toi tu vas chez les faibles, toi tu vas chez les bons. Est-ce que ce Mais, serait pas apporter une réponse aux familles, justement, qui, mais du coup, pourraient être, voilà. c'est toujours apporter une réforme aux familles. Mais les familles sont, comme vous et moi, euh, d'un côté, elles souhaitent une école égalitaire parce que c'est bon pour la société, et de l'autre côté, elles veulent que leurs enfants réussissent, c'est-à-dire réussissent plus que les autres. Parce que la valeur d'un diplôme, je suis désolé de rappeler cette chose un peu désagréable, c'est que la valeur d'un diplôme n'est qu'une valeur relative. Elle dépend de la valeur des diplômes des autres. Et Donc, tout, elle dépend aussi de la capacité à s'insérer et à obtenir un emploi. bien Et évidemment. peut-être que en parallèle de la massification, la pénurie d'emplois a aussi généré cette espèce de Oui, mais ça, concurrence. bien sûr. Non, ce qui s'est passé, c'est pas exactement la pénurie d'emploi. C'est que moi qui vous parle, j'ai connu un âge d'or. C'est-à-dire, on a multiplié, quand je suis rentré au lycée, on a multiplié le nombre de lycéens, mais les emplois qualifiés étaient encore plus nombreux et multipliés. Donc, on multipliait des diplômes qui étaient de plus en plus rentables. Mais évidemment, aujourd'hui, on a tellement multiplié les diplômes que les emplois qualifiés, eux qui ne sont pas définis par la politique mais par l'économie, ne sont pas à la hauteur. Donc, vous avez un phénomène de déclassement subjectif qui fait que l'emploi que vous obteniez à niveau bac il y a 40 ans, aujourd'hui, il faut bac plus 4 ou bac plus 5 pour avoir le même emploi. Et donc, vous avez un phénomène de déclassement, donc accroissement de la concurrence, et on revient à l'affaire. Donc, le premier effet de la ségrégation, c'est un effet scolaire.
Ça creuse les inégalités. Le second effet, c'est un effet éducatif. Vous avez des climats scolaires, le moins qu'on puisse dire, très contrastés, puisque dans les établissements difficiles, beaucoup d'élèves vont intérioriser le fait que cette école n'est pas faite pour eux et vont développer des stratégies, disons, de résistance, des stratégies antiscolaires. C'est pas du folklore que de dire que dans certains établissements, il est un peu difficile d'être un bon élève vis-à-vis de ses camarades. Et puis, il y a un effet civique. Il y a un effet civique, et ce qui est, à mon avis, le plus dangereux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté euh, une jeunesse privilégiée qui ne rencontrera jamais l'autre, et l'autre qui se sent mis à l'écart. On s'habitue, je trouve, avec une très grande légèreté à ce que les collèges et les écoles brûlent dans les émeutes urbaines. Qui aurait cru, il y a 50 ans, dans notre bonne République, qu'on mettrait le feu aux établissements scolaires? C'était inimaginable. Or, aujourd'hui, il arrive que ça se produise, et plus souvent que, enfin, des dégradations plus souvent que l'imagine. Donc, vous avez un effet scolaire, un effet éducatif. Dans un cas, on adhère aux normes scolaires, dans l'autre, on y résiste. Et puis, vous avez l'effet, à mon avis, le plus dangereux, qui est un effet civique, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, ceux qui ont échoué à l'école en veulent à l'école, en veulent à la société. Et je ne peux pas ne pas faire comme si, depuis 50 ans, mais 40 ans au moins, on ne voyait pas un basculement des électorats. Pendant longtemps, les gens étaient ouvriers et travailleurs et votaient à gauche, indépendamment de leur diplôme. Aujourd'hui, le facteur déterminant du vote, c'est le diplôme. Si vous êtes diplômé, vous votez centre, social-démocratie, gauche, droite, libérale. Si vous n'êtes pas diplômé, eh bien, vous votez massivement contre les élites, les intelligents, vraiment, le ressentiment, disons, populiste. Et ça, c'est pas un phénomène uniquement français. On observe la même chose en Angleterre, la même chose évidemment avec le Trumpisme aux États-Unis, etc. Donc, le séparatisme scolaire, c'est pas un enjeu seulement scolaire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est aussi un enjeu civique extrêmement important. Une enquête récente montre que quand le taux d'enfants français issus de l'immigration est relativement faible dans les établissements scolaires, disons qu'ils sont quelques cents comme la société française, ces élèves se disent français. Les mêmes élèves dans les établissements ghettoisés se disent on n'est pas français, ne se sentent pas français. Et d'ailleurs, on ne voit pas pourquoi ils se sentiraient français, puisque au fond, ils sont là mis ensemble parce qu'ils sont d'origine immigrée. Et bien souvent, d'ailleurs, ils parlent du collège en disant le collège des Français, parce qu'il n'y a que les enseignants qui sont, à leurs yeux, français. Donc, vous voyez bien que l'extrême difficulté de ce problème et l'extrême urgence de l'affronter, puisque si vous laissez faire ça, vous creusez les inégalités scolaires et vous détruisez, alors j'aime pas parler de cette manière en fatigue un peu ridicule, mais quand même vous détruisez la République, parce que l'école, qui était le lieu censé rassembler les gens, est en fait le lieu qui les distingue, qui les sépare et qui les oppose sans cesse. Ouais, Alors, si je vous comprends bien, François Dubet, parce que c'est toujours délicat qui, de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est la fragmentation sociale? Est-ce que c'est les conditions sociales qui influent et qui se prolongent dans l'école? Ou est-ce que l'école a un rôle à jouer dans la compensation de cette absence de mixité ou de cette fragmentation sociale pour permettre ensuite à l'échelle de notre fonctionnement citoyen, civil, d'améliorer la situation. la réponse est évidemment, c'est les deux, bien évidemment. Bon. Si nous étions dans une société égalitaire, homogène culturellement, bah, il y aurait moins de problèmes d'inégalité scolaire. Bon, les inégalités
scolaires sont le produit des inégalités sociales. Mais les comparaisons internationales, qui maintenant sont quand même bien maîtrisées, montrent que l'école en rajoute ou n'en rajoute pas à ces mécanismes. Bon. C'est-à-dire que, par exemple, une société comme la société canadienne est une société plutôt plus inégalitaire que la société française, socialement. Il y a autant d'immigrés qu'en France, et l'école est moins inégalitaire, parce que le fonctionnement scolaire est moins inégalitaire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Si, Ce qui est dramatique pour notre société, c'est que nous, on est plus inégalitaire scolairement qu'on ne devrait l'être socialement. Alors comment l'expliquer? Je crois on peut l'expliquer de plusieurs manières. La première, évidemment, c'est une tradition scolaire française, c'est que l'école française est à la fois une école républicaine et une école élitiste. Bon. C'est-à-dire que chaque cycle n'est que la propédeutique du suivant. Et donc, chacun est défini toujours par son niveau d'échec relatif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, très clair. pendant longtemps, ça se faisait au niveau du certificat d'études, puis du brevet, puis du bac. Aujourd'hui, c'est en master. Mais il y a un moment où tout est commandé par ça. Et d'ailleurs, le recrutement des élites en France a quasiment pas bougé. Malgré la massification scolaire, les grandes écoles, ça n'a pas tellement changé. Alors que, logiquement, on aurait dû élargir le recrutement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, me semble-t-il, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'emprise scolaire. C'est-à-dire que plus vous êtes dans une société qui dit le diplôme est la seule définition du mérite juste, le diplôme l'école a le monopole de la définition du mérite des individus, plus vous croyez à ça, et les Français alors là sont très très forts là-dessus, on est très fort là-dessus, plus on pense que le diplôme est la seule définition du mérite, plus les inégalités scolaires sont fortes. Bon. Pourquoi? Parce que vous allez dévaloriser le mérite technique, professionnel, l'expérience, etc. Vous allez indexer les salaires sur les diplômes. Bon, après tout, l'éducation nationale fait ça, elle, quasi naturellement. Et donc, vous creusez sans cesse la compétition et la concurrence scolaire. Donc, je crois qu'on a là une piste d'explication sur la ghettoisation, les difficultés. Et puis, je crois qu'il y a une troisième euh, difficulté, c'est que euh, peut-être que nous n'avons pas pris acte de la difficulté des transformations du métier d'enseignant. Alors, je veux dire que dans l'école de naguère, dans l'école de la République, être enseignant, c'était un métier assez tranquille. Euh, les élèves étaient triés, on n'exigeait pas que tous les élèves réussissent, l'école avait le monopole de la culture légitime. Pour la plupart des gens, il Des y avait savoirs, l'école. des savoirs. Oui, oui, pour la plupart des gens, c'était l'école ou l'école ou l'école. Bon, aujourd'hui, évidemment, l'école fait le tri, alors qu'avant, il était fait avant, si je peux me permettre, par la naissance, que avec la massification, l'adolescence et la jeunesse sont entrées dans l'école, alors que, y compris dans l'école que j'ai connue, l'adolescence et la jeunesse se déployaient en dehors de Mhm. l'école. Et puis, euh, je veux dire, aujourd'hui, la culture scolaire, elle est vécue comme de plus en plus scolaire, parce que les élèves ont tous à disposition une quantité d'informations qui valent ce qu'elles valent, mais en tout cas qui font que la lecture scolaire est scolaire, c'est pas l'accès à la culture, c'est pour avoir le bac qu'on va faire ça. Donc le métier d'enseignant est devenu considérablement plus difficile et mon sentiment, c'est que on a peut-être raté, mais on en parlera, la formation des enseignants. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on laisse les enseignants un peu seuls
face à ces difficultés et on n'a pas pris véritablement acte des transformations euh, du monde scolaire. Alors justement, François Dubay, on a passé une première moitié de cette heure à comprendre la situation et ce phénomène de ghettoisation scolaire. Euh, J'aimerais bien qu'on parte maintenant sur comment endiguer en fait ce phénomène au niveau national. Donc, quel changement de politique publique éducative vous pourriez recommander pour éviter ce tri social et promouvoir la mixité notamment auprès des élites. Et puis, on aura aussi un deuxième questionnement qui est comment faire, là cette fois à l'échelle d'un établissement scolaire, comment faire de l'école un lieu d'émancipation et non de tri à une échelle locale, pour qu'on ait la double échelle, l'échelle nationale et l'échelle locale, puisque nous avons ici une petite centaine ce matin de chefs d'établissement scolaire qui peuvent agir et qui ont un certain nombre de marges de manœuvre et de liberté pour essayer d'endiguer ce phénomène. Donc, est-ce qu'on peut maintenant essayer d'aborder ces deux questions et ces deux niveaux? Le premier au niveau national. Alors, au niveau national, alors je voudrais bien préciser ma position, je ne suis pas hostile à l'école privée, parce que ça n'aurait aucun sens de dire on liquide l'école privée qui accueille quand même en stock près de 20% des élèves, etc., etc. Bon. Mais je crois qu'il y a quand même des règles à redéfinir. Il n'est pas possible de laisser des établissements faire leur marché, comme ils le font. Quand je dis faire leur marché, c'est-à-dire choisir leurs élèves, leurs bons élèves, euh, se débarrasser des élèves moins bons. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait convenable puisque tout ça est quand même financé de manière publique. Donc, d'ailleurs, je crois que les responsables de l'enseignement privé ne sont pas complètement hostiles à ce que une discussion s'ouvre là-dessus. Et on se rappelle tous du succès de Madame Oueda Castera quand elle a fait son petit stage de ministre et qu'elle a défendu, je crois, c'était Stanislas. Donc, il y avait, elle a rendu service, je crois que cette dame a rendu service, au fond, à l'éducation nationale en ouvrant un peu le scandale. Bon, il y a des choses là-dessus, il y a des choses qu'on fait, par exemple, à Paris, comme a fait le net, qui ont des effets. C'est-à-dire qu'on empêche. L'idée, c'est d'empêcher les établissements, y compris les vieux établissements les plus sélectifs et les plus chics publics, de faire quand même, je dirais, leur marché comme ils le faisaient en acceptant les fausses adresses, enfin, tout un système sur lequel on peut sans doute agir. Le problème des établissements défavorisés, c'est qu'il faut agir localement. Alors, c'est ce que proposait Najat Vallaud-Belkacem, qui a lancé une expérimentation qui a concerné à peu près 80 collèges et on a redéfini les, la carte, les modes de fonctionnement, de recrutement de ces 80 établissements. Alors l'idée, c'était que ça se fasse au niveau local, c'est-à-dire dans le territoire concerné, l'établissement concerné et les établissements euh, environnants, pour redéfinir les règles du jeu. Par exemple, pour faire que les enfants de telle école élémentaire n'aillent pas tous dans cet établissement, pour qu'on ouvre une filière capable de retenir des bons élèves dans tel. Alors, évidemment, c'est très ambivalent parce qu'on va refuser la ségrégation du collège, de l'établissement, en permettant une ségrégation scolaire à l'intérieur de l'établissement. Bon, on joue comme ça. Tout ça n'est pas si simple. Je veux dire, vous ouvrez une filière un peu élitiste pour que tout le monde ne fuit pas l'établissement. Donc, vous avez des choses à gagner et à perdre. Tout ça n'est pas simple. Mais en tout cas, on a pu faire des choses là-dessus. Des choses ont été faites là-dessus. Alors, les plus connues, évidemment, c'est Toulouse. La plus connue, c'est Toulouse, où on dit, bon, le collège est ghettoisé, tellement on arrête et on dispatche les élèves. Mais ça a été très long, parce qu'il a fallu convaincre les établissements environnants, les parents des établissements environnants qui n'étaient pas ravis, et les parents du collège défavorisé qui disent, mais nous, ça va nous compliquer la vie de mettre des enfants dans un bus, etc., etc. Donc, mais je crois que
il y a aucune raison de laisser s'enquister localement des situations dont tout le monde reconnaît qu'elles sont difficiles. Et ça suppose évidemment que le chef d'établissement embarque son équipe là-dessus. Parce que il n'est pas exclu que d'établissement, l'équipe d'enseignants, au fond, se satisfasse de cette situation. Parce que ça peut être un peu routinier, c'est facile, on reste pas longtemps, etc. Donc, mais il faut faire confiance aux acteurs. Voilà. Et il faut évidemment, de ce point de vue-là, que le ministère fasse le contraire de ce que des classes de niveau, enfin, je veux dire, qui sont quand même un signe absolument épouvantable. Je crois que Justement, on c'est... avait, François Dubé, Oui, pardon, une question dans le chat à ce propos. Quels pourraient être les arguments pour promouvoir l'intérêt de la mixité sociale alors, auprès des enseignants, auprès des familles qui vont avoir le sentiment qu'on sacrifie leurs enfants sur l'autel de la mixité ou la réussite de leurs enfants, pour le moins. Et vous le disiez, les enseignants. On change le public, donc on induit un changement de pratique et on fragilise ou en tout cas on déstabilise. oui. Alors, il y a un argument en béton. Je ne pense pas que les sciences sociales soient des sciences aussi rigoureuses que la physique nucléaire, mais on a quand même parfois des résultats qui marchent partout et dans tous les cas. C'est que la mixité, une certaine mixité sociale et scolaire, ne pénalise pas les meilleurs élèves et est très favorable aux plus faibles. C'est-à-dire que la peur des parents, c'est si mes enfants qui sont bons fréquentent des élèves plus faibles, ça va les tirer vers le bas. Ça n'est pas vrai. Ça ne tire pas vers le bas. Et ça tire, pas tant que ça, mais ça tire un peu les plus faibles vers le haut. Alors, évidemment, pour un enseignant, je conçois que ça soit plus difficile de dire je vais donner trois types d'exercices de maths parce que j'ai pas exactement les mêmes élèves que de dire j'en donne un et à partir du meilleur de la classe, j'étalonne mes notes. Bon. Mais dans une école de masse, c'est ça qu'on fait ou alors on fait de la ségrégation d'emblée. C'est pas la peine de jouer sur les mots. Mais en tout cas, il y a un argument qui est vraiment un argument solide et qui est sans cesse réitéré, c'est que si vous mêlez des élèves, alors évidemment, c'est toujours des mélanges relatifs, mais si vous mêlez des élèves, c'est favorable aux plus faibles et ça ne pénalise pas les meilleurs, qui resteront meilleurs. Bon. Donc Ça, vous c'est comprenez notre difficulté si tant est que l'on évidemment, soit en collège là actuellement avec le choc des savoirs, puisqu'il a fallu quasiment évidemment, argumenter l'inverse dans les conseils d'administration évidemment, pour répartir les moyens en heures d'enseignement. évidemment, mais c'est un résultat contre-intuitif d'une certaine façon. Alors, évidemment, ça oblige, ça rend beaucoup plus compliqué le travail des enseignants. Ça oblige à pas forcément avoir la classe homogène à tous les moments, dans les mêmes circonstances, etc. Mais comment faire si vous acceptez que nous sommes dans une école de masse où les élèves sont extrêmement différents, où vous ne pouvez plus d'emblée les exclure? Pourquoi c'était simple avant? C'était simple avant parce que la moitié des élèves, moi quand je suis rentré en sixième, en 1958, la moitié des élèves n'étaient pas concernés. Voilà. Ça facilitait quand même. Les profs trouvaient déjà que le niveau baissait, je vous le signale. Bon. Parce qu'avant, c'était 20%. Mais c'est quand même plus facile que quand vous avez 100% d'une classe d'âge. Bon. C'est évident. Donc, ça c'est un enjeu essentiel et c'est possible. Premier avantage. Le deuxième avantage, qui est quand même tout à fait important, lui, c'est que la mixité sociale et scolaire améliore le climat scolaire. C'est-à-dire qu'il y a moins d'agressivité. Alors, évidemment, ça n'améliore pas le climat scolaire des établissements les meilleurs, mais ça améliore très sensiblement le climat scolaire des établissements les plus défavorisés sans dégrader pour autant celui des meilleurs. Donc là vous avez un gain net.
Alors, on a observé partout le nombre de sanctions, de punitions, de difficultés baisse parce que vous, vous détruisez quand même ce qui existe dans beaucoup d'établissements, une culture antiscolaire. Beaucoup de jeunes garçons notamment construisent leur dignité en s'opposant à l'école. Euh, Ceux qui travaillent bien sont des bouffons, pour rester nuancé. Bon. Euh, donc ça, vous cassez ce mécanisme. Et puis le dernier avantage qui est quand même considérable, c'est que vous pouvez affirmer ce que je crois nécessaire d'affirmer, mais politiquement, idéologiquement, de dire, dans une société démocratique, tous les enfants doivent être éduqués ensemble jusqu'à 16 ans. Au moins qu'ensuite, la vie sépare ceux qui s'aiment, si je peux me permettre, ça fait partie des choses. Mais qu'au moins, ils aient tous une expérience commune, qui partagent les bancs de la même école, qui partagent les mêmes savoirs, les mêmes apprentissages, etc. Mais ça, c'est une révolution. Parce qu'en réalité, avec l'emprise scolaire, le poids des diplômes, on s'aperçoit que le tri se fait de plus en plus tôt. On observe aujourd'hui que vous commencez à avoir des tris à l'école maternelle. On va commencer à se distinguer ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire. On sait que euh, un pourcentage très élevé d'enfants de cadres et de classe moyenne supérieure savent déjà lire avant d'entrer au CP, parce qu'ils ont appris un peu à l'école et un peu avec leur famille, et que par conséquent, il faut qu'ils trouvent, etc. Donc, si vous laissez faire, vous avez un phénomène de creusement des inégalités qui va commencer dès le départ. Et ça, on commence à l'observer. Il y a des travaux qui commencent à montrer que aujourd'hui, dans quelques familles, on commence à s'intéresser au choix de l'école maternelle, hein, pas simplement au choix de la filière des lycées. Bon, donc euh, l'argument civique est un argument essentiel qui consiste à expliquer aux gens, un, rassurez-vous, les plus méritants gagneront, mais le problème, c'est pas que les plus méritants gagnent seulement, c'est C'est que qu'est-ce tout le qu'on monde. fait des vaincus, c'est ça Mm, la question mm, essentielle. Et je crois qu'il faut répéter sans cesse que produire tant de vaincus, d'amertume, d'échecs et d'aigreur, ça a un coût social et politique énorme, énorme. Donc, ce qu'il faut expliquer aux enseignants, ce qui est très difficile, c'est que bien sûr, il faut que le petit, la jeune fille ou le jeune garçon issu du quartier difficile, euh, euh, et qui est un bon élève méritant, ait les mêmes chances que les autres de faire Sciences Po. Bien sûr que c'est essentiel. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres. Si les autres sortent de là en ayant le sentiment d'avoir été maltraités, humiliés, ségrégés, etc., ils le feront payer et ils le font payer, je dirais déjà, très très lourdement. Donc, euh, il faut convaincre que c'est un jeu qu'il y a plutôt des, que des gagnants, d'une certaine manière. Et on peut dire aux collègues, rassure-toi, tes enfants feront quand même les bonnes écoles, mais peut-être qu'ils gagneraient à fréquenter d'autres élèves qu'eux-mêmes avant, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, vous avez un affaiblissement des mouvements d'éducation populaire, de tout ce qui faisait des liens en dehors de l'école. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans des mondes extrêmement ségrégés. Je suis dans ce quartier, j'ai cette culture, j'écoute cette musique, je suis là, etc., etc. Donc, vraiment, il y a un enjeu civique et il y a un gain scolaire. Il y a un gain scolaire. Voilà. et du coup, il y a une nécessité donc de redéfinir la politique publique à l'éducation nationale, on l'a bien compris. Mais ça ne peut pas non plus à cette échelle nationale être l'unique entrée. C'est-à-dire que dans une école dont vous allez redéfinir la carte scolaire, effectivement, les élèves vont bénéficier davantage de mixité, mais une fois
rentrer chez eux, ils subissent la géographie sociale et la réalité de cette fragmentation. Donc, il faut qu'il y ait peut-être aussi une définition globale de politique publique qui favorise la reconnaissance des individus par leurs compétences Oui. et voilà, Non, enfin, non, il y a mais un vrai processus global si, pour pouvoir si, arriver à l'école si on à monte compenser. d'un cran dans le raisonnement de ce qu'il faut faire, alors évidemment, il faut plus de justice sociale, plus d'égalité sociale, moins de chômage, etc. Bon, nous sommes d'accord. Euh, mais je crois qu'il faut que l'école s'interroge sur sa propre conception du mérite scolaire. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe que, au fond, le fait que vous ayez d'autres talents, d'autres compétences, d'autres qualités que celles que demande l'école, ça vous sert grosso modo à rien. Bon. Et ça, c'est pas possible. Donc, il y a Mm. une sorte de dévalorisation mécanique du travail dès lors que le travail n'est pas indexé sur des diplômes. Et en même temps, vous avez aujourd'hui beaucoup de travaux qui n'ont aucun lien avec les diplômes. Mais au fond, les diplômes, c'est ce que les diplômes font simplement le tri. Bien souvent, je vais apparaître un peu radical, mais bien souvent, les diplômes ne définissent quasiment plus de compétences. Aujourd'hui, vous dites, j'ai besoin pour faire un emploi, pour un emploi devant un écran d'ordinateur à faire des tableaux Excel, j'ai besoin de quelqu'un qui a une licence. Point. On ne sait pas ce que c'est que la licence, on ne sait pas ce que c'est, mais on dit, je prends à ce niveau. Voilà. La personne qui fait ça se sent d'ailleurs dévalorisée parce qu'elle dit ça n'a aucun rapport avec ma formation. Et ceux qui n'ont pas ces genres de diplômes sont exclus, marginaux, considérés comme incompétents, etc. Donc, incontestablement, aujourd'hui, on est devant une difficulté, mais qui n'est pas que française, c'est que on retrouve la vieille question d'Ivan Illich, est-ce qu'il est raisonnable de confier la totalité de l'éducation et de la formation à l'école? Voilà, c'est ça la question qui est posée, et mon sentiment est qu'il faut resserrer l'école sur sa vocation et ouvrir à côté de l'école mille autres manières de se former et d'apprendre que que la manière scolaire. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut renforcer l'école élémentaire, renforcer le collège, renforcer, mais ne pas donner à l'école le monopole de toute la formation. Je ne sais pas si ce que C'est très intéressant parce je qu'on dis a clair. le D'ailleurs, je sentiment, en tout signale, cas, oui, pardon. excusez-moi, je signale d'ailleurs que beaucoup d'étudiants votent avec leurs pieds à la matière. C'est-à-dire qu'ils font des bonnes formations, ensuite ils vont chercher des boulots qui les intéressent et qui n'ont à peu près aucun rapport avec leur diplôme. Voilà. Cette question de l'ambition globale, on va dire, de l'éducation nationale à vouloir tout faire et préparer à tout, c'est vraiment ce qui nous questionne en tant que chef d'établissement. En tout cas, je vais à minima parler pour moi, c'est qu'on a le sentiment dans l'affichage de la politique que l'ambition est énorme. On va former les élèves à être de bons cycloroutiers, à être, voilà, ils ont tout un tas de certifications, d'attestations de compétences. Du coup, on peut avoir le sentiment de se disperser dans le contenu que l'on apporte à l'élève et d'être effectivement, quand on échoue, on a une grosse responsabilité, c'est-à-dire qu'on a tant de domaines à certifier qu'on peut s'y perdre parfois. Donc, si on redescendait, nous, à notre échelle locale, euh, comment est-ce que l'on peut faire avec tout ça? Parce que c'est quand même ce qu'on Alors, attend de nous. je vais je voudrais vous rassurer. Moi, je trouve qu'en la matière, la France frôle le ridicule. Bon. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui attend tellement de l'école, parce que l'école, enfin, pardonnez-moi de faire le vieux machin, mais l'école a remplacé l'Église. L'école est tenue de nous sauver. Donc, il n'y a pas un problème. L'autorité, l'égalité entre les garçons et les filles, la compréhension des autres, la compassion, l'obésité, la bicyclette, etc. On ne dit pas que fait l'école, mais Oui, écoutez, que fait excusez-moi, l'école? L'école a échoué. et alors on a créé toutes ces éducations A, évidemment que les élèves regardent avec souvent un peu de détachement et d'ironie. Et on sait, par exemple, moi je suis favorable aux cours d'instruction civique, mais enfin,
l'idée qu'on va devenir un bon citoyen vertueux grâce aux cours d'instruction civique, aucun parent n'y croit pour ses propres gosses. C'est-à-dire que si vous voulez... Alors, un, je ne crois pas que l'école doive tout faire, ça j'en suis convaincu. Bon. Et la seconde chose, c'est que je crois qu'il y a des apprentissages, et ça concerne évidemment les établissements, des apprentissages de manière d'être, de soft skills qu'on appelle, de compétences sociales, etc., qui procèdent de la vie scolaire elle-même et pas de cours Mm. scolaires. Moi, j'ai des souvenirs très, très frappants. Je veux dire, je travaillais dans un collège où on faisait des cours sur l'égalité garçon-fille. Bon, ils écoutaient ça, les élèves approuvaient d'ailleurs, ils étaient assez d'accord, c'était bien. Mais que vous regardiez la cour de récréation, pas une fille n'adressait la parole à un garçon et vice-versa. Ça n'avait pas l'ombre, je sais pas, d'un d'un impact sur la sociabilité. Donc, euh, là-dessus, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est pour ça que le statut d'enseignant est transformé, c'est que l'apprentissage de ce qu'on appelle des valeurs, des attitudes, etc., ça passe par la vie sociale à l'école beaucoup plus que par des leçons. J'ai vu qu'il y avait on Merci. fait des leçons, non pas de compassion, mais de compréhension des autres. Ben, moi, j'attends l'interro-écrite sur la compréhension des autres. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Alors, je ne sais pas si les enseignants y croient, je ne suis pas convaincu qu'ils y croient tant que ça, mais il faut que les établissements aient une capacité éducative en étant des établissements, et pas simplement des endroits où on juxtapose des cours et des enseignements. C'est ça. Et ça Et suppose, vous abordiez la c'est question de toute la formation révolution. des enseignants, justement. Peut-être que notre salut de chef d'établissement va être de réussir à faire sortir la compétence de la classe, puisqu'on l'a vu, hein, maintenant les élèves n'ont plus besoin d'un enseignant pour accéder au savoir. Pouvoir le mobiliser, c'est autre chose, mais y avoir accès en tout cas. Donc peut-être que la réussite de cette mixité à l'école, elle va passer aussi, en tout cas je le pense, par faire sortir le professionnel enseignant de sa classe, de sa discipline, pour monter à une échelle qui va être la réussite de l'établissement. C'est-à-dire comment est-ce que on se préoccupe tous avec nos différents métiers de la réussite de nos élèves et pas de la réussite de ma classe et de la réussite d'un tel ou l'autre de la classe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On avait cette question dans le chat. Comment est-ce que on peut, par le partage d'expérience, le travail collectif, réussir à créer une espèce de sentiment d'appartenance à cet objectif local de faire réussir collectivement nos élèves? Je crois qu'il faut redéfinir le travail enseignant. C'est-à-dire définir le travail enseignant de manière réglementaire dans l'heure de cours, le réduire à l'heure de cours, c'est pas acceptable. Et d'ailleurs, heureusement que énormément d'enseignants ne le font pas. Bon, c'est-à-dire passent du temps, font autre chose, rencontrent des collègues, font des trucs avec les élèves, mais le font quasiment sur le mode du dévouement et du volontariat. Ce qui devrait être le métier est au fond une vocation. Alors, le problème des vocations, c'est que c'est aléatoire, il y a ou il n'y a pas, et deux, ça s'use. Au bout d'un moment, on éprouve une forme de lassitude. Donc, je crois qu'il faut redéfinir le travail enseignant. Il me semble qu'il y a un problème de définition de la présence dans l'établissement. Euh, et je crois que les enseignants français se plaignent à juste titre d'être mal payés, mais ils sont très peu présents dans l'établissement par rapport à leurs collègues euh, allemands ou suédois, ou etc., nettement mieux payés. Ça me paraît la première chose. Je crois qu'il y a un problème aussi d'agenda scolaire. Moi, je suis frappé de voir que euh, on a dans les établissements scolaires aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous connaissez ça mieux que moi, mais le sentiment de jamais avoir le temps. On n'a jamais le temps, on ne peut jamais répéter, on ne peut jamais prendre son temps. Au lieu d'avoir des programmes ou des curriculums
relativement légers, mais dont on exige que tout le monde les connaisse. On a des trucs très lourds dont on n'exige pas que chacun les sache. Enfin, je sais pas, Mm, 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 parce qu'on n'a mm, pas, on n'a pas le temps. Euh, je vais donner un exemple qui ne concerne pas le collège et le lycée, mais entre le moment où j'étais moi à l'école élémentaire et le moment où mes petits-enfants sont à l'école élémentaire, il y a eu l'équivalent d'une année scolaire de moins durant l'école élémentaire. mm. Bon, voilà. Et le niveau d'exigence a monté. Il y a moins de temps. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait redéfinir. Et si on veut aujourd'hui revaloriser le métier d'enseignant, il faut accepter de dire, pour être enseignant, il faut être savant, bien sûr, mais il faut apprendre un métier. Il ne suffit plus d'être savant pour enseigner. Et d'ailleurs, vous savez mieux que moi que les enseignants qui sont formés comme des savants, quelquefois, souffrent le martyre. Je me souviens, moi, alors ça date d'il y a quelques années, d'une jeune femme agrégée de lettres parce qu'elle adorait la littérature, qui tombe dans un collège où elle dit, mais la moitié des élèves que j'ai ne savent pas vraiment lire. Or, moi, je croyais faire des cours sur Baudelaire. Mm. Voilà. Donc, il y a quelque chose qu'il faut arriver à redéfinir, et à mon avis, c'est ça qui pourrait permettre de sortir de la crise du recrutement des enseignants. Il faut que ce métier soit considéré comme un métier et pas comme simplement une vocation générale, etc. Mais heureusement, pourquoi on peut être optimiste, c'est que malgré tout, malgré toutes nos difficultés, si les enseignants ne le faisaient pas, ça, ce que je décris, ne faisaient pas alors qu'ils ne sont pas obligés, alors que c'est pas dans leur truc, eh bien, la plupart des établissements seraient, seraient fermés ou seraient à feu et à sang. Bon. Mais il est vrai que euh, notre faiblesse politique en France, c'est d'avoir tellement idéalisé l'école républicaine qu'on a imaginé que l'école de masse, ça serait simplement l'école républicaine en plus grand. Mm, Je ne sais pas si je me fais comprendre. mm, mm, Le lycée, c'était comme le lycée Henri IV du début du XXe siècle, en plus grand. mm. Non, c'est un autre lycée, c'est pas le lycée Henri IV en plus grand. C'est autre chose. Donc il y a ça et la question, je répète, du monopole du mérite scolaire. Il faut que d'autres formes de compétences, de valeurs, de mérite soient reconnues dans la vie sociale que le diplôme. Autrement, vous creusez la compétition, vous creusez la guerre scolaire, vous creusez les inégalités mécaniquement, sans que les gens soient méchants, hein. C'est pas... Merci beaucoup. On arrive malheureusement au terme de cette heure passée avec vous. On passerait bien la matinée avec vous à vous écouter. Euh, Merci beaucoup à Caroline pour l'animation et à vous pour le partage de toutes ces informations. Je pense que ça va nous inspirer voilà, pour que effectivement l'école soit le plus possible un lieu d'émancipation et non pas de tri. Euh, Quelques mots quand même sur ce campus qui s'ouvre aujourd'hui avec ce webinaire et qui va continuer pendant 2 jours. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin, sachez que à 11 heures, on va travailler sur les questions d'accès à la culture en contexte de ruralité, sur les questions de réforme et pilotage, comment on s'empare justement de ces marges d'autonomie avec Éric Tournier qui sera intervenant. Et puis cet après-midi, 14 heures en parallèle, 2 ateliers, l'un sur l'intelligence artificielle, l'autre sur les enjeux d'évaluation d'établissement. Avec moi. Avec à nouveau Caroline, effectivement. Et puis ce soir, pour clôturer cette journée, à 17 heures, on se retrouvera avec Alain Boissineau sur la question de la continuité du service public en période de crise, parce qu'on a tous vécu avec effroi ce qui s'est passé voilà, dans l'entre-deux tours et la peur qu'on a pu avoir d'un changement de régime. Et donc, on va revenir sur la notion de civil courage, c'est-à-dire de désobéissance civile. Quand on est agent public, finalement, il y a une certaine éthique, mais jusqu'où on va dans la loyauté
qu'on peut avoir quand on est agent public et à quel moment voilà, on a un courage de citoyen peut-être de s'opposer ou en tout cas de regarder les choses et d'agir de manière un petit peu différente. Donc voilà, on clôturera cette journée de cette manière-là. Et puis demain, on aura à nouveau un programme assez complet qui débutera sur les enjeux de l'école inclusive en rebond avec les Jeux paralympiques et qui se clôturera à la fin à 17 heures demain sur l'éducation pilier de la démocratie avec David Jayes qui a piloté notamment le Conseil national de la refondation, entre autres choses, et Caroline à nouveau qui animera cette session. Donc voilà, un J'ouvre et programme je dense, ferme. C'est c'est moi ça. qui ai les clés cette saison. J'ouvre et je ferme le Bien, campus. merci beaucoup et transmettez mes amitiés à Alain Boissineau. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous Merci, pour votre participation et à bientôt dans les autres temps sur les 2 prochains jours. Merci beaucoup. merci. Merci beaucoup, Monsieur Dubé.